Bonjour, la présentation va commencer dans 1 minute. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à la conférence nationale virtuelle sur la leucémie. Cette conférence unique en son genre répond aux besoins particuliers de la communauté des cancers du sang et offre des informations, outils et ressources à jour pour aider les personnes touchées par la leucémie et leurs familles. Merci d'être des nôtres aujourd'hui. Prochaine diapo. La webdiffusion d'aujourd'hui s'intitule « Comprendre et prendre en charge la leucémie myéloïde chronique ». Donc, leucémie myéloïde chronique. Je m'excuse. Le docteur Marc Lalancette, hémato-oncologue au CHU de Québec, vous donnera un aperçu de la leucémie myéloïde chronique, discutera des options de traitement, des avancées, de la recherche et de ce que vous pouvez faire pour minimiser l'impact et les effets secondaires des traitements. Il est maintenant temps de débuter la présentation. Mon nom est Jennifer Héroux-Bourdua. Je suis la responsable des services à la communauté pour l'Est du Québec à la Société Leucémie Lymphome du Canada. Je serai la modératrice de cet événement en ligne. La présentation durera environ 60 minutes et comprendra une période de questions et de réponses à la fin. Puisque vous êtes très nombreux et en mode silencieux, nous vous invitons tout au long de la présentation à écrire vos questions dans la zone questions et réponses au bas de votre écran et nous les lirons à voix haute à la fin. En raison du grand nombre de participants et du temps limité, il se peut que nous ne soyons pas en mesure de répondre à toutes les questions. Notez également que notre conférencier ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de santé d'une personne. Les questions spécifiques ne seront pas lues à voix haute pendant la période de questions et réponses. Si nous ne répondons pas à voix haute à votre question pendant la présentation en direct, un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence. Pour ceux et celles qui nous connaissent peut-être moins, la mission de la Société Leucémie Lymphome du Canada est de trouver un traitement contre les cancers du sang et d'améliorer la qualité de vie des personnes touchées et de leurs familles. Si vous avez des questions ou si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, vous pouvez parler à un de nos responsables des services à la communauté dans votre région et recevoir une aide personnalisée pour trouver des réponses à vos questions ou des moyens de répondre à vos préoccupations. Les responsables des services à la communauté sont là pour vous aider. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais mettre en lumière quelques-uns des services que nous offrons et qui pourraient vous intéresser. Nous vous invitons à visiter notre site Internet cancerdusang.ca. Notre objectif est de mieux servir la communauté et d'offrir une expérience améliorée. Sur notre site Internet, vous trouverez tous les enregistrements de nos webdiffusions passées, notre chaîne de balado et des fiches d'information, des outils pratiques pour vous aider à naviguer dans l'expérience du cancer et bien plus encore. Prochaine diapo. Sur notre nouveau site Internet, vous trouverez une multitude de vidéos éducatives animées. Les sujets abordés vont des informations sur des types spécifiques de cancer du sang aux traitements reconnus. Nous avons lancé récemment une série de vidéos sur des sujets touchant la gestion de la peur de la récidive, l'adaptation à la nouvelle normalité et la gestion d'un cancer chronique. Également, vous pouvez trouver une série de vidéos en 5 parties sur la leucémie myéloïde chronique. Ces vidéos abordent la compréhension de la LMC, les options de traitement, la génétique, la prise en charge et la gestion des effets secondaires des traitements. Visitez notre site Internet cancerdusang.ca pour visionner toutes ces vidéos et bien plus encore. Il est maintenant temps de vous présenter notre conférencier, Dr Marc Lalancette. Dr Lalancette est hémato-oncologue au CHU de Québec, Université Laval, Hôtel-Dieu de Québec. Il se spécialise en recherche clinique sur les néoplasies hématologiques. La parole est à vous, Dr Lalancette. Merci beaucoup, Mme Héroux-Bourdua. Je vais partager mon écran. Vous me direz si vous la voyez.
On le voit bien. Peut-être juste le mettre en mode présentateur. Oui. J'ai cliqué, mais on dirait que ça ne répond pas. Ah oui, ça va? Oui, parfait. Bon, donc merci. Je remercie la Société de leucémie et lymphome du Canada de m'avoir invité pour vous parler d'un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs années et qui est très intéressant en soi, la leucémie myéloïde chronique. Et on va en fait, juste pour dire, je n'ai pas de conflit d'intérêt, sauf que je suis un greffeur. Fait que je fais de la greffe de moelle osseuse. Je ne pense pas que ça a pu m'affecter il y a 15-20 ans quand on a passé là, de la greffe à d'autres traitements. Mais maintenant, je pense que on va parler de la greffe de moelle, mais la minorité des patients sont greffés. Donc, les objectifs aujourd'hui, c'est de en fait, revoir un peu ce qu'est la LMC, savoir comment est-ce qu'on pose un diagnostic de LMC, connaître les différentes modalités de traitement, il y en a plusieurs, puis discuter également des arrêts de traitement lorsqu'on a une réponse favorable, ce qui est quelque chose de relativement nouveau. Le plan, c'est, on va avoir une brève introduction suivie d'une historique. On va parler de clinique, laboratoire, les traitements, allogreffe de moelle osseuse, les ITK, c'est les inhibiteurs de tyrosine kinase, comme le Glivec et les autres. On va parler des arrêts des ITK. Puis on va conclure, avant la conclusion, parler un peu de la gestion des effets secondaires. Donc, on dit que la LMC, c'est environ 15 à 20 des leucémies chez les adultes. C'est une maladie qu'on trouve à peu près pas chez les enfants. Et l'âge moyen, dans les études, c'est environ 45 à 55 ans. Mais on dit que dans la vraie vie, c'est peut-être 10 ans plus vieux, puis l'âge moyen est d'environ de 60 ans. L'incidence annuelle, c'est 1 à 2 cas par 100 000 habitants de population. Donc, c'est-à-dire que de ça, c'est les nouveaux cas annuellement. Donc, pour une population comme le Québec, on devrait retrouver peut-être une centaine de nouveaux cas par année. Les dernières données canadiennes, c'était autour de 600 nouveaux cas qu'il y avait eu, je pense qu'il y a 3-4 ans. Donc, Québec, 100-125 nouveaux cas, c'est à peu près ce qu'on s'attend. Il n'y a pas de facteur de risque pour le tabagisme, la diète. Il n'y a pas du tout de facteur de risque, sauf on sait que l'exposition à la radiation ionisante, quand il y a eu à la fin de la Deuxième Guerre mondiale les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, à peu près 10 ans post-explosion, il y a eu des problèmes de glandes thyroïdes, toutes sortes de choses, mais il y avait 50 fois plus de LMC. Puis après ça a diminué avec le temps. Et il n'y a pas d'autres facteurs de risque connus, puis il n'y a pas de prédisposition familiale. Donc, si vous avez un frère ou une soeur ou quelqu'un il n'y a pas plus de risques, mais il y a des rares familles où il y a des nombreux membres affectés qui ont des syndromes génétiques, mais c'est très, très rare. 95 et plus des LMC sont non héréditaires, non familiales. Puis la prévalence, donc le nombre de personnes qui vivent avec la maladie, ça augmente toujours parce que les gens vivent de plus en plus longtemps, donc ça, c'est une bonne nouvelle. On dit qu'on estime qu'en 2050, aux États-Unis, il va y avoir presque 200 000 personnes qui vont vivre avec la LMC dans un pays de la grandeur des États-Unis. Donc, si on passe à l'historique, juste rapidement, au milieu du 19e siècle, il y a un pathologiste écossais, Dr. Bennett, qui a décrit un cas d'un patient qui avait un gros foie, une grosse rate, puis il parle de suppuration du sang, là, un sang très, très, très riche. Mais Dr. Bennett pensait que c'était une infection. Puis, pas très, très longtemps après, peut-être 6 semaines plus tard, le Dr. Virka, qui est un pathologiste très connu pour toutes sortes d'autres découvertes, qui était allemand, qui lui a décrit un cas similaire, mais lui a dit que c'était néoplasique. C'est le premier qui a utilisé le terme leucémie un peu plus tard pour décrire ces patients-là. Et il a reconnu la paternité de la découverte à son collègue écossais, même si lui pensait pas que le premier ne pensait pas que c'était quelque chose de cancéreux. Au niveau de l'historique, il y a eu une avancée majeure dans les années 60 avec deux jeunes médecins, Peter Nowell et David Hungerford, qui avaient dans le début trentaine à ce moment-là, qui ont découvert un petit chromosome dans le groupe G et ils ont publié ça dans Science. Puis ça a été plus tard, en fait, un an plus tard, la nomenclature veut que quand on découvre une anomalie chromosomique, c'est la ville où on l'a découvert qui est où on hérite du nom. Donc, comme ça a été fait à Philadelphie, c'est pour ça qu'on l'appelle le chromosome de Philadelphie. Puis c'est vraiment ici, là, vous avez en fait, ça c'est un karyotype. Donc, tout le monde a 2 chromosomes 1, 2 chromosomes 2, etc. Et on a 2 chromosomes 22. Fait que vous voyez ici, il manque un petit bout du chromosome 22. Le bras long, c'est le P, le bras court, c'est le Q. Donc, on l'appelait 22Q-, parce qu'il manquait le bras long. Et ça, c'est vraiment le chromosome de Philadelphie, c'est ça. Et plus tard, Janet Rowley, qui, elle, a découvert que l'anomalie était en fait une translocation. Ce n'était pas juste qu'il manquait un bout du 22,
c'est qu'il y avait une translocation entre le 9 et le 22. On voit ici Dr. Raleigh qui reçoit le prix du président Obama. Et en fait, c'est ça, vous avez ici, là, ça c'est le chromosome 9 normal, le chromosome 22. Je ne sais pas si on voit ma flèche. Oui, on la voit. Oui, on la voit, le votre curseur. Oui. Parfait. C'est ça, avec le chromosome 22 qui est normal, il y a un échange entre les deux. Puis on retrouve ici le chromosome qu'on dit là, de Philadelphie, ici là, qui est plus court, parce que la partie qui a été changée, il donne une partie plus longue au 9. Fait que si on regarde comme il faut ici, on voit que le 9 est plus long un peu. C'est l'échange qu'il y a eu entre les deux. Et après ça, dans les années en 84, Dr. Groffen a publié, en fait, on a réalisé qu'il y avait le gène ABL sur le chromosome 9, puis le gène BCR sur le chromosome 22, puis ça formait un proto-oncogène, qui n'est pas un gène naturel, BCR-ABL. Puis plus tard, dans les années 90, Dr. Lugo a découvert qu'en fait, que ce proto-oncogène-là codait pour une protéine. Les gènes codent pour des protéines, c'est ça leur but. Puis c'est de type tyrosine kinase, donc il va ajouter un résidu de tyrosine. Et dans les années 90, Nicholas Linden, qu'on voit ici, qui est un biochimiste, qui travaillait chez Ciba Geigy, qui, en fait, une compagnie qui n'existe plus, mais qui est devenue Novartis il y a plus de 25 ans avec la fusion avec Sandoz. Puis avec son équipe de chimistes, de biochimistes, il essaie de trouver un produit qui pouvait s'insérer dans la partie active de la tyrosine kinase. Donc, on avait ici le BCR-ABL, le proto-oncogène, la protéine, puis on sait qu'il va activer plusieurs substrats avec de l'ATP, qui est l'énergie, pour ajouter un résidu de tyrosine. C'est ça qui va faire qu'on a une prolifération cellulaire importante. Donc, le but, STI 571, c'est le premier nom du Glivec, de l'imatinib. Donc, ils ont trouvé une molécule qui pouvait s'insérer et bloquer cet effet-là. Donc, on n'avait pas de phosphorylation, le petit bout jaune, sur le résidu de tyrosine. Donc, il n'y avait pas d'activation cellulaire. Donc, ce n'est pas unique à la LMC. Il y a d'autres maladies qui utilisent des inhibiteurs de tyrosine kinase comme ça. Mais un des premiers, en fait, le premier, ça a été dans la LMC. Donc, et après plusieurs essais, ils ont trouvé la structure, le STI 571 imatinib. Ils ont essayé chez la souris, chez le lapin, chez le chien, comme on fait d'habitude. Quand on a des nouvelles molécules, qu'on n'a aucune idée qu'est-ce que ça va faire, on n'utilise pas ça chez des humains. C'est des études animales, c'est normal. Et c'était trop toxique. Mais il y a Brian Drucker, qui est un hématologue de l'Oregon, a insisté beaucoup, beaucoup auprès de la compagnie. Ils ont poursuivi les études. Puis il y a eu des études sur les singes, des études in vitro. Puis ça démontrait, ça semblait très intéressant. Et la petite histoire aussi dit qu'il y a une femme dont je ne connais pas le nom, mais qui avait une LMC qui venait de Montréal. Je ne sais pas comment elle va maintenant, mais qui avait qui est allée camper en Suisse devant la Ciba Geigy pour mettre beaucoup de pression, qui avait rencontré le président de la compagnie. Puis, c'est ça m'a été raconté quand j'ai fait mon fellowship en Angleterre dans les années 80, fin 90, Dr. John Goldman, qui est une sommité en LMC, quand il avait su que je venais du Québec, il m'avait tout de suite parlé de cette femme-là, qui avait fait beaucoup de pression pour ça. Donc, vous avez Dr. Brian Drucker ici, et c'est ça. Donc, les premières études ont été chez les humains en 98, puis ça a été approuvé en 2001 aux États-Unis, peu de temps après au Canada. Donc, ça a été un record pour une molécule à numéro qui n'était pas du tout connue. Premières études chez l'humain, 3 ans plus tard, c'était tellement efficace que ça a été approuvé là, chez l'humain. Donc, ça a fait, c'est en 2001, la page du Time Magazine avec le Glivec. Donc, c'était quelque chose de totalement nouveau, plutôt que la chimiothérapie non spécifique qui va agir là, sur toutes les cellules, les bonnes comme les mauvaises. On avait quelque chose qui était plus spécifique. Donc, ça, c'est pour l'historique. Au niveau de la clinique, donc, à peu près, on dit 20 à 50 des patients sont asymptomatiques au diagnostic, puis ça va être une trouvaille fortuite lorsqu'on fait des examens de laboratoire pour une autre raison. On trouve des globules blancs très, très élevés. Les autres qui ont des symptômes, ça peut être soit de la fatigue, soit une perte de poids, soit parfois des sudations excessives, un ballonnement abdominal à cause de la rate qui est trop grosse, ou des segments secondaires à une dysfonction plaquettaire. Il peut y avoir aussi les liens, en fait, on parlait de la rate qui est trop grosse, des douleurs au niveau du cadran QSG, c'est le cadran supérieur gauche, puis même une irradiation au niveau de l'épaule gauche, où moi j'avais vu une patiente qui s'était présentée parce qu'elle avait, elle trouvait qu'elle mangeait puis elle était pleine rapidement. Elle avait des globules blancs là, très, très, très élevés, puis on avait trouvé une LMC comme ça.
peut avoir également des douleurs osseuses, puis des crises de gouttes, un peu plus si ça traîne assez longtemps, là, ça peut être une crise de gouttes. Puis plus rarement, il y a une atteinte extramédulaire, donc en dehors de la moelle osseuse et de la rate, une atteinte au niveau de la peau, au niveau des ganglions, au niveau des tissus, mais ça, c'est quand même plus rare. Quand on fait le bilan, on retrouve une anémie chez à peu près la moitié des patients, des globules blancs très élevés. Donc, la normale des globules blancs, c'est entre 5 000 et 10 000. Donc, en haut de 100 000, c'est quand même un bon pourcentage de patients. Les plaquettes, la normale, c'est entre, dépendamment des laboratoires, là, 200 à 400 000 ou 150 à 350 000, ça dépend des hôpitaux. Mais donc, plus de 600 000 chez à peu près presque le tiers des patients. Puis la rate est augmentée de volume chez un bon pourcentage. La rate normale, elle est sous les côtes à gauche. Quand on examine un patient, puis on le fait prendre un grand respire, la rate, elle descend, mais on ne devrait pas la palper. La rate, c'est à peu près grosse comme le poing et on ne devrait pas la palper. Donc, quand on réussit à la palper, c'est qu'elle est vraiment là, augmentée de volume. Donc, en moyenne, les globules blancs sont environ autour de 100 000. Puis quand on regarde le frottis, là, les globules, il y a des formes, c'est toutes des granulocytes surtout, puis il y a une partie immature. Donc, il y a une augmentation des neutrophiles matures, ça c'est normal. Les myélocytes, normalement, dans le sang, il n'y en a pas, peut-être 1,5% maximum. Puis là, on en retrouve souvent 10, 12, 15%. Puis les basophiles également. Les basophiles, on en retrouve peut-être 1,5% normalement, puis on peut retrouver 2, 3, 4% facilement, puis un peu des éosinophiles également. Puis les neutrophiles qu'on voit, là, ils ont un aspect normal, puis on sait que leur fonctionnement est normal également. Les gens qui ont une LMC, ils n'ont pas de dysfonction immunitaire majeure. Habituellement, là, ils ont une fonction immunitaire qui est relativement préservée. Pour les En fait, quand on a un diagnostic de l'LMC, on a les phases. Donc, la majorité des patients, à peu près 85%, sont ce qu'on appelle en phase chronique. Donc, quand on fait une biopsie de moelle, il y a moins de 10% de cellules jeunes, des blastes dans le sang ou dans la moelle. La phase accélérée, c'est 10 à 19, ou puis il y a d'autres critères également. Puis la phase blastique, c'est 20% et plus cellules jeunes dans le sang ou dans la moelle. Puis il y a des phases blastiques myéloïdes, lymphoïdes. On n'embarquera pas dans ces détails-là, mais juste pour vous dire que quand on fait une biopsie un peu au début, c'est pour ça, pour connaître la phase. Donc, ça, c'est juste des photos. Donc, vous voyez, ça, c'est des globules rouges ici, là, avec la pâleur centrale. Ça, c'est un neutrophile. C'est peut-être des petites granules. C'est un granulocyte. Ça, c'est un basophile qu'on voit presque jamais, mais qu'on voit beaucoup plus dans cette maladie. Les éosinophiles, c'est d'autres granulocytes qu'on voit davantage, des petites granules oranges. Et le myélocyte, qui est comme le grand-père du neutrophile, là, qui va finir par maturer en neutrophile, qu'on voit presque jamais, mais qu'on voit dans les LMC en grande quantité. Donc, c'est une cellule normale. Quand on en a trop dans le sang, ce n'est pas normal. Il faut se poser la question. Donc, ça, c'est un frottis sanguin. Donc, on voit ici des basophiles, qu'on voit ici des métamyélocytes, des myélocytes. Donc, on a des granulocytes normaux, des globules rouges à travers. Donc, normalement, sur un frottis normal, on verrait peut-être 1 ou 2 globules blancs sur quelque chose de grand comme ça, alors que là, on en voit peut-être une vingtaine. Donc, pour faire le diagnostic, donc, on fait aussi une ponction biopsie de moelle osseuse. Donc, on trouve ici, c'est très riche. Pour déterminer la phase, aussi pour faire le karyotype. Le karyotype, c'est les chromosomes, comme on voyait tout à l'heure, les 23 paires de chromosomes. Et les tests génétiques qu'on fait, en fait, on peut les diviser en 3. Il y a le karyotype standard. Donc, la majorité ont le chromosome de Philadelphie qu'on voyait tantôt, le petit bout de 22 qui manque, puis le petit bout de 9 qui est plus long. Mais il y a à peu près 5 à 10% qui n'en ont pas. Mais malgré tout, on va trouver avec un test de PCR l'anomalie BCR-ABL. Les tests de fiches, ça, c'est des tests qui sont très pratiques parce qu'on peut les faire sur le sang, puis ça demande, c'est beaucoup plus rapide. Le karyotype, il faut que la moelle, la pousse, ça prend quand même plusieurs jours. Ça, c'est un test qu'on peut faire la journée même, puis le PCR également. Donc, le karyotype, on en a parlé tantôt. Donc, on a le petit bout qui manque ici, puis le petit bout qui est. Donc, ça prend du temps. On peut faire 20 à 25 cellules maximum. L'avantage, c'est qu'on peut rechercher d'autres anomalies chromosomiques. Ça, on l'a vu tantôt. Les tests de fiches, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on a ici, voyez-vous, là, ça, c'est les deux signaux, les deux chromosomes 22, le BCR, les deux chromosomes 9, ça, c'est normal. Puis ici, quand il y a un échange entre les deux, bien, on retrouve deux chromosomes corrects, mais on a le BCR-ABL ici, puis le ABL-BCR, l'autre partie qu'on retrouve ici, qui apparaissent comme un peu comme en jaune blanc.
Le PCR, c'est le test qui est le plus utilisé. On teste pour le suivi, on peut le faire sur le sang. Et déjà, les gens disent pourquoi on fait la moelle. Comme j'ai dit tantôt, c'est vraiment pour faire le karyotype, pour voir s'il y a d'autres anomalies chromosomiques, puis pour la phase. Parce que si ce n'était pas de ça, on le ferait juste sur le sang. Donc, c'est un test qui est rapide, qui est beaucoup plus sensible. On peut faire un test qui est qualitatif, qui nous dit si oui ou non il y a un réarrangement. Puis on peut faire un test quantitatif, ce qu'on fait évidemment, au début, pour le diagnostic, on fait un ou l'autre. On fait le qualitatif. Si c'est positif, on peut faire le test quantitatif. Donc, vous avez ici, là, si en fait il y a une barre ou pas, puis il y a plusieurs types ça, c'est le normal. Ça, c'est avec A1, A2, B2, A3. Il y en a plusieurs sortes. Ça n'a pas vraiment de répercussions sur le diagnostic. Puis ça, c'est le test quantitatif ici qu'on retrouve là, après le nombre de divisions. Puis c'est pour savoir en fait combien il y a de copies. Dernière chose, pour les examens, on peut faire des recherches de mutations. Si on a un patient qui n'a pas une bonne réponse ou qui a une bonne réponse, ensuite qui a une rechute ou qui devient résistant au traitement, on peut, avec ces tests-là, savoir si on devrait utiliser davantage un traitement ou l'autre. Pour le pronostic, il y avait, en fait, vous avez peut-être déjà entendu parler du score de Sokal qui a été publié, voyez-vous, il y a presque 40 ans. C'était basé sur 813 patients diagnostiqués il y a plusieurs années. Dans ce temps-là, la survie moyenne était de 3,5 années. Il y avait 5 à 10 de décès la première année, puis presque en tout cas, le quart par année par la suite. Puis les 4 facteurs les plus importants, c'était l'âge, la taille de la rate sous le rebord costal, le décompte des plaquettes, puis le pourcentage de blastes sanguins. Ça, c'était les 813 patients, là, voyez-vous, sur une échelle logarithmique. Fait qu'après 8 ans, il restait peut-être 15 des patients qui étaient encore en vie. Puis quand on avait là, les risques faibles, risques intermédiaires, puis risques élevés, on pouvait stratifier un peu les patients pour le risque. Puis ça a été validé donc avant les thérapies modernes, mais ça semble aussi valide avec les thérapies modernes. On va en glisser un mot. Il y a une autre étude qui a été faite en fait juste pour voyez-vous, là, ça c'est pour les MD Anderson Cancer Center, un gros centre de cancérologie aux États-Unis, publié en 2012. Ils ont regardé plus de 1500 patients, puis ceux traités même avant l'interféron puis la greffe, la survie à 8 ans était de moins de 15 Ceux traités à l'ère de l'interféron puis de la greffe, on avait peut-être la moitié des patients. Puis depuis 2001, la survie à 8 ans était de 87 dans leurs données à une étude rétrospective. Les traitements, donc au 19e siècle, on n'en parlera pas, mais il y avait de l'arsenic. Ce n'était pas très, très efficace à des petites doses. Au 20e siècle, il y a eu de la radiothérapie parfois sur la rate pour le confort, là, pour faire diminuer la rate, des agents alkylants comme le busulfan ou l'hydroxyurée qu'on a utilisé encore pendant des années, jusque dans les années 80-90. L'interféron alpha qui a eu ses heures de gloire dans les années 90, où tous les patients avaient ça. Ceux qui pouvaient le tolérer, parce que ce n'était pas facilement tolérable, c'était des injections sous-cutanées. Puis l'allogreffe de moelle osseuse qui a commencé là, dans les années 60, mais disons plus dans les années 80 là, pour la LMC. Puis au 21e siècle, donc ça a commencé, comme je disais tantôt, en 2001, l'approbation du Glivec, le premier anti-BCR-ABL. Puis maintenant, on réserve l'allogreffe de moelle osseuse pour les gens qui ont un échec aux inhibiteurs de tyrosine kinase. Donc, je vais commencer par la greffe. Donc, la greffe, il y a de nombreuses années, on savait que c'était la seule modalité curative où on avait de nombreuses années de recul. On avait 20 ans de recul, on savait que ça guérissait. Maintenant, c'est de moins en moins vrai parce qu'on a beaucoup de recul aussi. On a plus de 20 ans de recul un peu avec les ITK maintenant. Donc, on sait qu'il y a des patients qu'on peut faire, ce n'est pas une vraie guérison, c'est une guérison fonctionnelle. C'est comme vivre avec le diabète. Tu peux vivre 40 ans avec le diabète, mais c'est un peu le but de la LMC, c'est de la guérir ou au moins avoir une qualité de vie normale ou une quantité de vie normale également. Les risques de décès pendant les premiers mois de la greffe sont non négligeables. C'est environ 10 à 20 Puis il y a une vingtaine d'années, c'était peut-être il y a 25 ans, la maladie où il y avait le plus de greffes allogéniques. Allogénique, ça veut dire avec quelqu'un d'autre, parce qu'il y a des greffes autologues aussi pour d'autres maladies, pas pour la LMC, mais allogénique, donc c'était l'indicateur numéro 1. Puis maintenant, il y en a beaucoup moins, en fait, en raison des succès des ITK, comme je disais tantôt. Puis en général, la plupart des gens le réservent. Il faut avoir au moins eu 2 échecs, si ce n'est pas 3, avant de penser à la greffe. Mais il y a toujours un échange avec des patients qui préfèrent aller à la greffe s'ils ont un échec. Et c'est ça. Vous voyez, en 99, ça, c'est le CBMTA, c'est le registre international. Donc, la maladie la plus en bleu ici, l'indication numéro 1, c'était la LMC. Puis, voyez-vous, là, ça se rend jusqu'en 2008
On passait de 2000 à 200 à peu près. Puis ça, c'est des données, même chose, mais à partir de 2000 à 2017. Vous voyez en fait en bleu ici. C'est sûr on en greffe peut-être à peu près 10 fois moins que ce qu'on greffait auparavant. Ça, c'est la survie. Donc, vous voyez en fait, les patients, il y a peut-être, une fois qu'on a atteint, ici, il y a des rechutes, des problèmes de GVH. Après ça, on a un plateau où la majorité des patients qui dépassent 2 à 3 ans sont guéris. C'est sûr que ça ne rend pas invincible et qu'on décide de quelque chose éventuellement, mais les résultats étaient quand même très bons. Maintenant, les ITK, donc les inhibiteurs de tyrosine kinase, ici, là, il manque le bosutinib, mais vous en avez 4. C'est des molécules qui se ressemblent un peu. Et vous avez en fait, il y a eu la première étude qui a été présentée, c'est l'étude IRIS. Je marque New England, mais ça a été présenté avant ça dans des congrès. Et c'est une étude de phase 3 où les patients étaient randomisés à recevoir le traitement standard, qui était l'interféron, versus le nouveau traitement qui était l'imatinib. Donc, il y a eu 1106 patients en Europe, en Amérique du Nord, puis en Australie, Océanie. Donc, 1606 patients en 6 mois. Donc, on a réussi en 6 mois à recruter plus de 1000 patients pour cette maladie-là. Puis quand on a eu les premiers résultats, il y avait absence de progression à 1 an chez 96 des patients sous imatinib, puis chez à peu près 80 de ceux sous interféron. Puis dans l'étude, les gens qui avaient un échec à l'interféron étaient automatiquement switchés à l'imatinib. Vous avez en fait, ça, c'est les courbes de survie sans progression. Donc, l'imatinib est en haut, puis chaque ligne, ça représente un patient. Puis après ça, même chose sans crise blastique. Ça, c'est la survie. Donc, la survie est à peu près la même parce que les gens pouvaient changer la majorité des patients ont changé pour l'imatinib, ceux qui étaient sous interféron. Et donc, ça a été approuvé au Canada en septembre 2021. J'avais dit aux États-Unis un peu plus tôt pour les phases blastiques ou accélérées, puis les phases chroniques après échec à l'interféron. Puis ça a été approuvé 1 an plus tard pour les patients qui étaient en phase chronique. Donc, les nouveaux patients, pas juste ceux qui ont un échec à l'interféron ou qui ont une phase plus avancée. Donc, plus besoin de recevoir l'interféron avant. Puis, ça a été publié il y a 4 à 5 ans, un suivi à 11 ans. Donc, donc là, on avait 1006 patients et l'âge moyen, 50 ans. Donc, il est randomisé, voyez-vous, de juin 2000, comme on l'a dit tantôt. Puis le dernier suivi du dernier patient en janvier 2012. Fait que vous comprenez que pour faire ces choses-là, suivre 1000 patients pendant 10 ans, très, très souvent, puis ça prend des infirmières de recherche, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de staff, des pharmaciens, des médecins pour ça. Donc, ça ne paraît pas, mais c'est toutes ces études-là qu'on fait, puisqu'il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. C'est quand même des études là, qui demandent beaucoup de temps et de sous. Les résultats à long terme, la survie sans progression, donc pas juste la survie, c'était 80 des gens n'avaient toujours pas progressé à 10 ans, alors que si on retrouvait dans les vieilles données, c'était autour de 15 à peu près. Puis la survie globale, 83 Puis selon le SOCAL, on avait 90, à peu près 80, puis peut-être 70 de survie selon SOCAL bas intermédiaire haut. Puis il y avait peut-être 7 de progression vers des phases plus avancées, accélérées ou blastiques, où là, ça demande de la chimiothérapie, puis ça demande une greffe de moelle osseuse ou au moins en tout cas un changement d'ITK. Donc ça, c'est le traitement à très, très long terme. Et vous voyez ici, le vert, c'est interféron. Je n'ai pas dit, mais il y avait une chimiothérapie aussi qu'on utilisait avec l'interféron, la cytarabine. Et il n'y avait pas de différence de survie significative, mais c'était, parce que c'est tous ces gens-là, la majorité, 90 avaient changé pour l'imatinib. Donc, avec les résultats à long terme, on sait que quand on est sous imatinib ou les autres, on va en parler des autres, lorsqu'il y a une réponse qui est favorable, il y a peu de progression. La majorité des progressions, pas toujours, mais souvent, c'est quand les gens ne sont pas compliants et ne prennent pas leur traitement. Donc, quand on a une très bonne réponse à un ITK comme ça, puis qu'on continue son traitement, il y a peu de progression. Puis les effets secondaires, en fait, qui se développent au début, il peut en avoir plus ou moins beaucoup, ça dépend des patients, mais ceux qui s'ils tolèrent bien, c'est rare que tout d'un coup, au bout de 3 mois ou 6 mois, ils vont développer des intolérances alors qu'ils étaient bien au début. Donc ça, l'imatinib, c'est l'ITK de première génération. Vous avez en fait les deuxième génération, dasatinib, nilotinib et bosutinib, puis on pourrait dire le troisième génération, le ponatinib, qu'on utilise un peu moins. Pourquoi est-ce qu'on utilise ceux-là? Pourquoi est-ce qu'ils ont été acceptés? C'est parce qu'il y a eu des études qui ont été faites, un peu comme l'étude qu'on voyait tantôt, l'étude IRIS. Donc, avec le dasatinib, le SPRICE, c'est l'étude d'acision. Une étude randomisée, les patients recevaient au hasard, le patient ne peut pas décider, le docteur ne peut pas décider l'imatinib ou le dasatinib.
puis ça a été plus de 500 patients, l'âge moyen 47 ans. L'outcome primaire, donc ce qu'ils voulaient voir, c'était surtout les réponses cytogénétiques complètes. Excusez-moi, c'est RCC, ce n'est pas RRC qui devrait être là, à 1 an. Puis les réponses moléculaires majeures, les toxicités. Puis ce que ça a montré, c'est comme à peu près tous les ITK de deuxième génération, il y a à peu près 10 de mieux qu'avec l'imatinib. Donc, on voit qu'à peu près, voyez-vous, le taux de rémission complète, puis moléculaire majeure, c'est à peu près 10-15 de mieux qu'avec l'imatinib. La progression vers une phase accélérée, phase blastique, c'était un petit peu moins avec le dasatinib. Puis en termes d'effets secondaires, il y a une nausée, il y en a davantage avec l'imatinib, céphalée, pas mal pareil, un peu plus de rash, des douleurs musculaires, des myalgies. Rétention liquidienne sont aussi avec l'imatinib, c'est un peu plus fréquent. Les épanchements pleuraux, donc de l'eau sur les poumons, à peu près 10 dans l'étude, puis on sait que c'est à peu près 25 à 40 à long terme dans une étude. Puis au début, quand ça a commencé, le dasatinib, le Sprycel, puis que les gens avaient ça 3 ans, 4 ans après, on disait ça ne se peut pas, mais on le sait maintenant que ça peut arriver n'importe quand. Donc, la majorité n'en ont pas, puis la majorité tolère ça très bien, mais ça peut arriver aussi qu'on a des épanchements pleuraux. Il n'y avait pas de différence de survie parce qu'on peut rattraper avec un autre traitement si avec l'imatinib, même s'il y avait un petit peu moins des bons résultats au niveau des réponses comme telles, il n'y avait pas de différence en termes de taux de survie. Le nilotinib, le Tasigna, c'est l'étude NS. Ça a été publié en même temps dans le même numéro du New England en 2010, étude randomisée. Donc là, il y avait 3 bras au lieu de 2. Un bras avec l'imatinib, la dose standard, le nilotinib 300 2 fois par jour ou 400 2 fois par jour. Plus de patients un peu, puisqu'il y avait 3 bras. C'est des patients qui n'avaient jamais été traités, qui avaient en moyenne comme d'acision 47 ans. L'outcome primaire ici, c'était la réponse moléculaire majeure. Ça, c'est 3 logs, donc 99,9 d'amélioration. Et puis les outcomes secondaires, c'était les mêmes choses qu'on voyait tantôt avec l'autre étude. Puis vous voyez en fait les taux de rémission moléculaire majeure puis rémission cytogénétique complète. Ça, c'est 3 logs, ça, c'est 2 logs. C'est à peu près la même chose qu'avec le Dacision, là. Donc un peu mieux avec le nilotinib, puis pas de différence entre le 300 et le 400. C'est pour ça que la dose qu'on donne pour les patients en phase chronique, c'est 300 mg 2 fois par jour, parce qu'il n'y a pas de différence de ce côté-là. Et puis quand on voit les effets secondaires, donc un peu plus de nausée avec l'imatinib, les maux de tête un peu plus avec le nilotinib, les raches, plus de problèmes de peau, puis de problèmes de foie. Avec le nilotinib, son talon d'Achille un peu, c'est les raches, puis au niveau du bilan hépatique, c'est beaucoup moins avec le Glivec. Les édèmes aux paupières, on en a plus avec le Glivec, on le sait. Les spasmes musculaires également, puis les diarrhées aussi. Puis l'hypase également aussi qu'on peut voir avec un peu plus là, avec ça. C'est donc, ça peut causer une pancréatite potentiellement. Il faut faire attention aussi au niveau de la glycémie. Puis ce qui n'avait pas été rapporté quand ça a été publié en 2010, mais ça a été rapporté plus tard, c'est qu'il y a des événements cardiovasculaires. Donc, même si on contrôle le cholestérol, puis on fait attention avec le nilotinib, 16 versus 3 à 10 ans entre le Tasigna et le Glivec. Donc, il faut faire attention. Moi, j'ai déjà eu des patients jeunes là, dans la trentaine qui ont fait de l'artériosclérose. C'est un peu le défaut du nilotinib. Il faut vraiment contrôler la pression comme il faut, puis le cholestérol comme il faut. Mais même malgré ça, il y en a, c'est la minorité, mais il y en a qui vont développer ce genre de problème-là. Le bosutinib, même affaire, l'étude s'appelle BEFORE, après Dacision NS, c'est BEFORE, 536 patients, même chose, phase chronique, nouveau diagnostic, 52 ans en moyenne, donc randomisé entre le bosutinib et l'imatinib. Puis ce que ça a montré, c'est même affaire encore un peu plus, un meilleur résultat un peu plus avec le bosutinib qu'avec l'imatinib. Et les effets secondaires, j'ai fait un tableau. Donc, nausée, c'est à peu près la même chose. Diarrhée, un peu plus avec le bosutinib. Des spasmes musculaires, on le sait, avec l'imatinib. Des problèmes d'édème autour des yeux avec l'imatinib, on le sait, c'est pire. Puis, problème hépatique, on en a plus avec le bosutinib. Donc, le bosutinib et le Tasigna, le nilotinib, ont plus de problèmes là, au niveau hépatique. Donc, c'est une alternative valable. Il faut surveiller la diarrhée puis le bilan hépatique. Le ponatinib, en fait, on l'utilise moins souvent. Il n'est pas disponible pour les patients. Les 4 autres que j'ai parlé, on peut l'utiliser en première ligne. En fait, pas vrai. Le nilotinib, le satinib et le imatinib, pas le bosutinib encore. Mais le ponatinib, en fait, il y a une étude qui avait été, c'est des patients qui étaient soit résistants, réfractaires ou intolérants à un ITK, souvent c'était le Glivec, ou d'autres qui avaient une mutation qui est résistante à tous les inhibiteurs de tyrosine kinase qu'on connaît, les 4 que j'ai parlé avant. Si on a la mutation T315I, ça ne fonctionne pas. Le seul qui fonctionne, c'est le ponatinib, et on va parler un peu de la ciminib après.
Et dans l'étude qui avait été faite, les réponses, donc pour les gens qui avaient la 315i, il y avait quand même des bons taux de réponse. Puis ceux qui étaient multiples traitements réfractaires, il y avait des taux de réponse, mais quand même un peu moins bons. Puis les toxicités, voyez-vous, éruption cutanée un peu plus par rapport, en fait, ça, c'est pas comparatif, c'est tout le monde avait du ponatinib. Ça, c'est les grades plus sévères. Donc, baisse des plaquettes, enzymes hépatiques. Le gros problème du ponatinib, c'est les thromboses artérielles. Donc, il y a des gens, fait que quand on commence la dose, si on a une bonne réponse, on diminue la dose tout de suite parce qu'on a des incidences de thrombose artérielle importantes, plus qu'avec même le nilotinib que je parlais tout à l'heure. Donc, c'est réservé uniquement aux patients qui ont une mutation T315I. Puis, en général, à moins d'être trop âgé pour avoir une greffe, on l'utilise comme un pont vers l'allographie. Donc, quelqu'un qui aurait imatinib ou un autre, qui développe une résistance, qui perd sa réponse, on fait une recherche de mutation, on trouve la T315I, on donne du ponatinib, puis là, on prépare, on cherche un donneur pour préparer la greffe s'ils sont assez jeunes pour être greffés. Les nouveautés, donc c'est l'asciminib, qui est son petit nom comme ABL001. Donc, c'est un inhibiteur de BCR-ABL également, mais pas le site de liaison de l'ATP comme les 5 autres, mais c'est un autre site qui va paralyser l'enzyme en conformation inactive. Donc, ça, vous avez ici, ça c'est le normal, le ABL ordinaire, qu'on trouve sur le chromosome 9. Vous avez le site de liaison de l'ATP. Ça, c'est le site de le myrostyle qu'on parlait tout à l'heure pour l'asciminib. Ça, c'est la forme active. Donc, quand on lit avec ici, l'asciminib se lit ici, ça vient fusionner dans une forme inactive qui ne peut pas être utilisée pour phosphoryler les fameuses tyrosines pour l'effet de tyrosine kinase. Il y a une étude qui a été faite, l'étude Assemble. Donc, c'est une phase 3, donc randomisée avec 233 patients qui ont reçu au moins 2 ITK et qui ont eu un échec. Donc, il était randomisé il y en avait 2 pour 1, le 2 fois plus à l'asciminib 40 mg 2 fois par jour ou le bosutinib 500 mg 1 fois par jour. Puis les taux de rémission moléculaire majeurs à 6 mois, c'était supérieur avec l'asciminib. Puis il y avait moins d'intolérance également, même si la dose choisie était peut-être un petit peu haute. En général, on utilise plus 400. Puis c'était utile même s'il y avait une mutation T315I. Ça a été approuvé, l'asciminib, en octobre 2021 aux États-Unis. Si un échec ou une intolérance à 2 ITK ou plus, ou c'est une mutation T315I. Il y a une étude qui vient de commencer pour les nouveaux patients. Donc, on n'a pas encore de données chez les nouveaux patients. L'étude que je viens de parler, c'était vraiment des gens qui étaient réfractaires. Donc, ça va être nilotinib. C'est la compagnie Novartis qui fait l'asciminib et qui fait le nilotinib et qui faisait l'imatinib. Mais maintenant, l'imatinib, c'est une copie. Donc, la compagnie a moins d'avantages à vouloir en tout cas, pousser ça, mais de toute façon, nilotinib, c'est plus efficace qu'imatinib. Donc, le traitement standard, c'est le nilotinib 300 mg 2 fois par jour. Le traitement expérimental, c'est 80 mg 1 fois par jour d'asciminib. Donc, il va y avoir 541 patients qui vont être randomisés, qui vont être suivis pendant plusieurs années. Donc, on devrait avoir des résultats de cette étude-là au cours des prochaines années. Donc, j'ai dit tantôt que c'était approuvé aux États-Unis. Au Canada, ça a été approuvé cette année et c'est disponible. On a eu quelques patients ici au CHU de Québec dans un programme d'accès spécial où on fait une demande, puis la compagnie en paye une partie par le programme d'accès spécial, puis les assurances privées ou la RAMQ paye une autre partie. Ça, c'est juste pour être complet, mais c'est en Chine, puis c'est utile même pour la mutation T315I. C'est vraiment un nouvel inhibiteur, puis c'est des études en cours aux États-Unis, mais on n'a pas beaucoup de données, puis ce n'est pas un médicament qui est disponible. Est-ce qu'on peut arrêter les ITK? Donc, au début, quand on a commencé ça, on se disait, vous comprenez qu'on a un gène qui code pour un ARN messager, qui code pour une protéine, puis qui va faire les dommages qu'on connaît. On inhibe avec l'imatinib, le Glivec par exemple, on n'inhibe pas le gène, on inhibe la protéine. Donc, les gens pourraient se dire, bien, aussitôt qu'on arrête l'ITK, ben, ça va se remettre à... Mais il y a des études, c'est le professeur Mahon en France qui était le pionnier là-dedans. Donc, il a fait l'étude STIM pour Stop Imatinib. Il y avait 19 centres en France, 100 patients, il y a peut-être une quinzaine d'années. C'était des gens qui avaient depuis au moins 2 ans et plus, puis qui étaient en rémission moléculaire complète. Ça, ce n'était pas indiqué depuis combien de temps, mais il fallait qu'ils soient en rémission moléculaire complète, en fait 5 logs et plus, ce qui n'est pas nécessairement complet si on a un test extrêmement sensible, puis un suivi moyen de 17 mois. Il y avait 69 patients sur les 100 qui avaient un suivi de plus d'1 an, donc il a rapporté ces patients-là, puis il y en a
60 qui ont rechuté, puis, bon, 39 qui n'ont pas rechuté. Puis sur les 42 qui ont rechuté, 100 ont répondu lors de la reprise du Glivec. Une grosse étude, plus grosse un peu, 758 patients, une étude européenne encore là. La majorité était sous imatinib, donc il fallait qu'il y ait eu depuis au moins 3 ans et une rémission moléculaire majeure, 3 logs. Nous, ça serait pas assez pour l'arrêter normalement, mais dans cette étude-là, c'était ça depuis au moins 1 an. Puis, puis il y avait un suivi moyen d'un peu plus de 2 ans. Puis le succès pour eux, ce n'était pas de perte de rémission moléculaire majeure. Donc, on part à 0, on descend à -1, -2, -3, -4, -5. En bas de -5, on est en rémission moléculaire complète. À -3, donc ça, c'est 99,9 d'amélioration. Donc, le but, c'était pas de perte de rémission moléculaire majeure. Donc, 3,0 et plus là, du BCR-ABL quantitatif. Puis dans leurs données à eux, à 2 ans, il y avait la moitié des patients qui n'avaient pas progressé. Puis ceux qui avaient l'ITK depuis plus longtemps puis qui avaient une réponse plus profonde au moment de l'arrêt, il y avait des meilleurs résultats. Puis seulement 2 patients sur 758 n'ont pas répondu lorsqu'ils ont repris l'ITK. Donc ça, c'est une situation qu'on ne voudrait pas qu'il arrive. Quelqu'un qui va très bien, puis qu'on l'arrête pour bien faire, puis que quand on le reprend, mais on voit que c'est moins d'1% des patients chez qui ça arrive. Il y a plein d'autres études en cours où on va avoir des résultats. Ce qu'on recommande, en fait, ce qui est recommandé hors études pour les gens qui veulent laisser un ITK depuis au moins 3 ans, et plus c'est long, mieux c'est. Une rémission moléculaire d'au moins 4 logs, donc 99,99% depuis au moins 2 ans, puis avec 4 mesures au moins à 3 mois ou plus entre les deux. Fait que, si tu dis, moi, ça fait, j'étais à 4, mais j'ai fait à toutes les 2 semaines, j'ai fait un test, puis il était correct, il était à 4. Il faut que ce soit vraiment dans le temps des réponses moléculaires majeures de 4 et plus. Il ne faut pas qu'il y ait une histoire de résistance à des ITK de 2e génération. Puis il faut que le patient soit prêt à un suivi serré. Quand les gens, depuis plusieurs années, sont sous Glivec ou un autre, en général, leur suivi, c'est aux 3-4 mois, puis même on peut venir aux 6 mois. Puis, s'ils prennent bien leurs médicaments, on n'a pas besoin de faire des suivis plus serrés que ça. Là, il faut faire un BCR-ABL, une prise de sang à tous les mois pour 6 mois, puis aux 2 mois pour un autre 18 mois, donc un total de 2 ans, puis aux 3 mois à long terme. Ça prend un test de qualité, donc qui peut détecter les niveaux très, très bas. Je pense que la majorité des hôpitaux ont ça. Puis surtout, ça prend un résultat disponible rapidement. Il y a des hôpitaux parfois que le résultat prend 1 mois, 1 mois et demi avant d'arriver. À ce moment-là, il faut vraiment qu'on puisse avoir un résultat rapide. Donc, l'arrêt des traitements, c'est pour les patients motivés qui rencontrent tous les critères. Moi, j'ai des patients qui rencontrent tous les critères, mais qui sont très sécures avec leur traitement, ils tolèrent bien, puis qui ne veulent pas l'arrêter. C'est bien correct, ça prend vraiment les deux, motiver et rencontrer tous les critères. Puis, il faut noter aussi qu'il y a des patients qui éprouvent des douleurs. Ça, on ne savait pas ça au début, mais à l'arrêt de l'imatinib, en tout cas, on sait que pendant quelques mois, il y en a qui ont des douleurs musculo-squelettiques lorsqu'ils arrêtent. Puis quand on les suit, s'ils ont une perte, donc ils montent à 3 logs et plus, à ce moment-là, on reprend. En général, on reprend le même qu'il y avait avant. Il y a une étude, je vais faire une petite publicité pour le groupe québécois de recherche LMC-NMP auquel je participe. Il y a une étude qui est à venir, qui devait débuter l'année dernière, mais avec la COVID, en tout cas, ça a été retardé beaucoup. Ça devrait commencer bientôt. Donc, les gens qui ont les critères, c'est à peu près les mêmes critères que j'ai parlé tantôt, ils vont être randomisés au hasard à faire encore 1 an d'imatinib. Il faut qu'ils soient sous imatinib pour ce protocole-là. 1 an d'imatinib supplémentaire, puis on l'arrête, ou on fait 1 an d'imatinib et plus l'asciminib, les deux ensemble, pour voir si en ajoutant l'asciminib pendant 1 an, est-ce qu'on pourrait peut-être avoir des meilleurs succès puis avoir moins de patients qui progressent lorsqu'on l'arrête. Ça va être c'est à suivre. Dernière partie de la présentation, c'est comment gérer les effets secondaires. Donc, je vais passer, je vois qu'il est tard un peu. Donc, pour les toxicités hématologiques, donc la baisse des globules blancs des plaquettes, ça, en général, ça arrive très souvent en début des traitements. Si vous avez 100 000 globules blancs, c'est tous des globules blancs, 99,9% qui ont le chromosome BCR-ABL. Quand on inhibe ça, il faut attendre que les globules normaux récupèrent. Parfois, il faut faire des pauses d'1 ou 2 semaines, mais ça finit toujours par remonter quand on a une réponse favorable. Les nausées, souvent avec l'imatinib, ce qu'on recommande, c'est de prendre le traitement avec le plus gros repas de la journée, sauf le Tasigna. Il faut prendre à jeun, comme vous savez. Puis sinon, on divise la dose en 2. Au lieu de prendre 400 une fois, on peut prendre 200 2 fois. Souvent, ça va aider.
Puis parfois du téméthyle ou du Zofran, ça va aider aussi pour ça. Ceux qui ont de la diarrhée, l'Imodium peut aider pour n'importe quelle diarrhée, ça peut aider. Puis la diète BRAT, là, ça c'est un acronyme anglais pour Banana, Rice, Apple, Toast. On sait que ça peut, là, on pourrait mettre le gruau là-dedans aussi, là, qui aide souvent des patients là, à constiper un peu avec à ce moment-là. Les crampes musculaires, surtout avec l'imatinib, donc le sulfate de quinine, les suppléments de magnésium ou de calcium, surveiller pour voir si c'était pas trop bas, puis donner ces médicaments-là pour ça. Un rash, donc des rougeurs sur la peau, surtout avec l'imatinib et nilotinib. Donc, on donne des antihistaminiques ou des stéroïdes en crème et puis des stéroïdes systémiques. Puis, oh, désolé, je suis tout. Bon, s'il y a des crampes, musculaires, surtout avec l'anacyme, les sulfates de quinine, suppléments de magnésium et ou de calcium. Si tu as un rash cutané, surtout avec nilotinib, antihistaminique ou stéroïdes en crème, si ça ne marche pas, des stéroïdes systémiques, plus ou moins arrête l'ITK. Quand c'est trop sévère, des fois, il faut les arrêter. Les rétentions liquidiennes, c'est surtout avec l'imatinib. Donc, quand ça arrive, on peut diminuer la portion de l'apport en sel. Parfois des diurétiques, c'est nécessaire. Parfois des crèmes de cortisone, hydrocortisone 1%, ou parfois de la phényléphrine 0,25%, périorbitaire. C'est assez rare qu'on utilise ça, mais ça peut arriver. Les toxicités hépatiques, on peut prendre des fois s'il y a des suspensions, s'il y a une élévation d'enzymes plus de 5 fois la limite supérieure de la normale, on suspend, on le reprend lorsque la dose est réduite, lorsqu'il y a moins d'1,5 fois. Puis si ça va bien, parfois on peut le réaugmenter. Puis parfois on a des surprises, on a des bonnes réponses. Les épanchements pleuraux, comme je disais tantôt, surtout le dasatinib, on cesse le dasatinib. Avant, on disait qu'on pouvait peut-être le reprendre selon l'évolution, mais en général, on change de tyrosine kinase. Les enzymes pancréatiques, surtout l'amylase et le lipase, surtout le nilotinib, si ça monte plus de 5 fois la limite supérieure, on l'arrête. Puis si ça baisse à moins d'un point, on peut le reprendre. Si tout le reste est beau, si ça ne marche pas, bien, on change de sorte. Puis même chose, l'hyperglycémie, surtout avec le nilotinib, si ce n'est pas contrôlé, on le cesse. Donc, c'était pour les événements. Donc, en conclusion, la dernière diapo, c'est en fait l'historique de la maladie ainsi que l'historique du traitement. C'est très intéressant. C'est une maladie, il y a des textbooks là, qui parlent d'ALMC qui sont extrêmement intéressants pour ça. La majorité des patients, ce n'est pas tous, mais la majorité ont une espérance de vie qui se rapproche d'une espérance de vie normale. Donc, on pense que dans les prochaines années, on va avoir des espérances de vie de plus en plus proches de la normale, mais c'est déjà, on travaille beaucoup là-dessus. Puis la plupart des patients, ce n'est pas tout le monde. Il y en a qui ont des qualités de vie qui sont moins bonnes, mais la majorité des patients ont une qualité de vie relativement bonne avec les inhibiteurs de tyrosine kinase. Puis en cas d'échec au traitement standard, on peut se tourner vers la greffe ou vers un autre inhibiteur de tyrosine kinase. Puis en fait, la recherche se poursuit. Je disais tantôt, il y a des nouvelles molécules pour trouver des traitements encore plus efficaces, puis idéalement avec le moins d'effets secondaires possible. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur la LMC en 2022. Donc, si y a des questions, ça me ferait plaisir d'y répondre. Bon, ben, merci beaucoup, Dr. Lalancette. C'était très intéressant. Moi, personnellement, là, ça me fait plaisir d'assister à ce genre de conférence parce que je vois un peu le parcours du combattant de la personne. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. J'en apprends beaucoup. Donc, c'est maintenant temps lors de notre période de questions, on en a eu beaucoup. Donc, tel que mentionné en introduction, nous vous invitons à écrire vos questions dans la zone de questions et réponses. Je vous rappelle que notre conférencier ne peut pas répondre à des questions spécifiques sur l'état de la santé d'une personne. Les questions spécifiques ne seront pas lues à voix haute. Si on ne répond pas aux questions, parce qu'il y en a beaucoup. Un responsable des services à la communauté vous contactera directement après la conférence. Dr. Lalancette, je vous contacterai là, pour vous faire suivre les questions pour avoir des réponses. Donc, donnez-moi juste une seconde. Donc, existe-t-il des compléments alimentaires qui peuvent permettre de réussir son TFR comme le sélénium?
s'il existe des comprimés alimentaires. Des compléments alimentaires qui peuvent permettre de réussir son TFR comme le sélénium. TFR, c'est quoi? TFR, je crois que c'est le traitement, j'ai un blanc, c'est dans le fond, c'est TRF ou TFR? Ben, il y a je voulais dire Treatment Free Interval. Probablement, oui. Moi, il n'y a pas de médicaments à ma connaissance qui peuvent améliorer. On sait que plus la durée de rémission est longue, ça a été démontré, puis plus elle est profonde, plus il y a des chances que ça puisse réussir, puis on n'ait pas besoin de recommencer, mais je sais que TFR, c'est après le traitement. Normalement, il y a une période après TFR, la rémission. C'est les tests de fonction respiratoire, là, mais ça, c'est non, c'est pas ça. C'est pas ça. Bon, on verra si j'arrive à trouver qu'est-ce que la personne voulait dire. Je pourrais vous revenir. Possibilité de grossesse avec la LMC. Oui, ça, c'est une très bonne question. Je n'en ai pas parlé. En fait, on sait que les inhibiteurs de tyrosine kinase, c'est tératogène. Donc, il faut les arrêter. Il faut prévoir un arrêt avant. L'interféron, ce n'est pas tératogène, donc on peut l'utiliser. Quand on a des patientes qui sont suffisamment jeunes pour l'idéal, ce qu'on leur dit, c'est essayer d'avoir la réponse moléculaire la plus profonde possible, puis d'ensuite l'arrêter avant la conception. On ne l'arrête pas quand on a un test de grossesse positif, on l'arrête avant d'essayer de procréer. C'est sûr que s'il y a une patiente plus âgée, là, de 35-40 ans, qui essaie et qui prend 6 mois à tomber enceinte, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça peut, la LMC peut revenir, mais c'est ça qu'on recommande idéalement d'avoir la réponse moléculaire la plus profonde possible. Puis même s'il y a une rechute moléculaire pendant la grossesse, en général, on ne recommence pas les traitements, on ne recommencera pas les ITK, ça c'est sûr. On pourrait recommencer ou commencer, il n'y a personne, je dirais, en 2022 qui a eu de l'interféron pour cette maladie-là. Mais on pourrait utiliser l'interféron si on a une évolution. Ça donne beaucoup d'effets secondaires, mais ce n'est pas tératogène pour le bébé. Mais on sait, qu'on a l'étude animale, que les inhibiteurs de tyrosine kinase sont tératogènes puis ne sont pas du tout recommandés pendant la grossesse. OK, parfait. C'est très intéressant. Merci. Mais comme la moyenne d'âge est autour de 60 ans, ce n'est pas quelque chose qu'on voit beaucoup. Mais des jeunes, on en a des patients de 18, 20, 22 ans. Moi, j'en ai eu plein, là. Puis j'en ai eu une jeune femme qu'on a arrêtée, puis qu'elle a eu, au bout de 6 mois, elle avait une légère progression, elle tombe enceinte, elle a fait sa grossesse, puis elle n'avait pas progressé beaucoup. Puis on l'a recommencé tout de suite après l'accouchement. Ça a bien été. Parfait. Bon, bonne nouvelle. Donc, quelles sont les conséquences de la prise d'ITK pendant plusieurs années? Est-ce que la fatigue reste ou elle disparaît à l'arrêt du traitement? La majorité de ça disparaît à l'arrêt du traitement. Comme je disais tantôt, dans mon expérience, il y a peut-être 50% des gens qui n'ont presque pas d'effets secondaires, en tout cas, qui s'habituent très vite, puis qui fonctionnent, là, qui font leur vie. Puis il y en a 50% qui en ont un peu d'effets secondaires ou beaucoup, d'autres qu'il faut l'arrêter, sont incapables de le continuer. Fait que je dirais que quand on a une super bonne réponse, qu'on rencontre les critères d'arrêt, qu'on l'arrête ou qu'on fait une greffe de moelle, ce n'est pas très long. La majorité, en quelques semaines, les effets secondaires disparaissent. Mais parfois, il faut diminuer la dose un peu. On a eu des gens là, qu'on devait faire des pauses, ou des gens qui faisaient des pauses sans nous le dire, puis qui arrivaient. Mais c'est ça, c'est certain que quand on l'arrête, la majorité des gens, les effets secondaires s'améliorent assez rapidement. Parfait. Est-ce que le bosutinib est connu pour la perte de cheveux ainsi que l'apparition de grosses cloques douloureuses en dessous du cuir chevelu? Est-ce que ça affecte le cuir chevelu et la perte de cheveux? Pas à ma connaissance. C'est sûr que les toxicités cutanées, on en voit un peu, mais écoutez, moi, le bosutinib, j'en ai peut-être donné chez une vingtaine de patients. Ce n'est pas quelque chose que j'ai vu. Puis je n'ai pas vu ça non plus quand ça a été publié dans l'étude randomisée. Là, c'était pas un effet majeur. C'est pas quelque chose que. Mais ça peut arriver des fois mais c'est pas quelque chose que moi j'ai vu, en tout cas, vraiment. OK. Est-ce que la greffe de cellules souches de cordon ombilical amplifiée par la molécule UM171 peut être utile pour guérir la LMC? C'est précis. Oui, c'est précis. En fait, les UM171 puis la greffe, c'est vraiment
C'est des études en cours. Entre autres, à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, je sais qu'ils ont une étude là-dessus. Moi, j'ai eu des patients référés. En fait, quand on a une LMC qui ne répond pas aux critères, comme je disais tantôt, avec les inhibiteurs de tyrosine kinase, qu'on oriente vers la greffe, notre premier choix, c'est un donneur apparenté familial. S'il n'y a pas de donneur dans la famille, notre deuxième choix, c'est la Banque internationale, où il y a peut-être 40 millions de donneurs, puis à peu près 80 des Caucasiens, on a un donneur. 100 mais donc c'est presque la majorité, mais c'est sûr que les gens là, qui sont non caucasiens, c'est la majorité de la banque, c'est des Caucasiens. C'est ça. Ceux qui ne sont pas caucasiens, on trouve. Fait que le troisième choix, il y a trois possibilités comme troisième choix, soit une greffe non apparentée, non compatible à 100 donc à 90 soit une greffe haplo-identique. Donc, on utilise quelqu'un qui a un haplotype en commun, comme un parent ou un frère et sœur ou un enfant qui a un haplotype en commun, ou le cordon, qui est le troisième. Greffe de cordon, je dirais qu'on en fait moins qu'avant depuis qu'on a les greffes haplo-identiques. Mais greffe de sang de cordon, puis là, il y a des études avec le LUM 171 pour faire proliférer puis qu'on ait plus de greffons. Parce que les greffes de sang de cordon pour des enfants, c'est très, très bien. Parce que le cordon, il y a tel volume, on ne peut pas l'augmenter, sauf avec cette étude-là, on peut l'augmenter. C'est sûr qu'avec la greffe, je vous dirais, quand on a un donneur approprié, les taux de guérison, c'est autour de 70 à 80 en 2022. Que ça soit, c'est sûr que les taux sont peut-être un peu meilleurs avec un donneur apparenté ou un donneur non apparenté 100 compatible. Les donneurs alternatifs, là, le haplo ou le non compatible ou un cordon, les taux de guérison seront peut-être 10 à 20 moins, mais il y en a. C'est sûr que moi, les études que j'ai vues avec l'UM 171, c'était dans d'autres maladies. Mais je sais qu'il y a des études qui s'en viennent là-dessus. Mais c'est certain pour quelqu'un qui a... Oui, à suivre. Mais si on ne peut pas faire le cordon, on peut faire des greffes haplo-identiques. À moins d'être orphelin, de ne pas avoir de frères et sœurs et pas d'enfants, presque tout le monde a un donneur haplo-identique pour une greffe. Très intéressant. Je sais qu'on ne peut pas donner de sang en ayant la LMC, mais est-ce qu'on peut faire un don d'organes? Non plus. Le seul don qu'on peut faire, en fait, à notre décès, c'est les cornées. Parce que quand les gens décèdent, on peut, c'est le cœur, les poumons, les reins, le foie, on peut faire des dons, mais on ne peut pas donner, ce n'est pas éligible. Quand on est en fait, je dis la cornée pour les cancers, tumeurs solides, la cornée, on la prend. Je ne suis pas sûr, parce que les leucémies aiguës, on ne peut pas donner la cornée. Je ne suis pas sûr, la LMC, qu'on peut donner la cornée, parce que ça ne paraît pas, mais il y a beaucoup de gens au Canada, au Québec, en attente de greffe de cornée. Ce n'est pas les cataractes, c'est la cornée en avant. Puis ils ont des excellents résultats. Mais pour la LMC, je ne veux pas vous induire en erreur. Je sais que pour les leucémies aiguës, on ne prend pas. Puis les tumeurs, un cancer du poumon généralisé, on peut donner la cornée. Mais je pense que la LMC, c'est comme les leucémies aiguës, on ne peut pas donner la cornée non plus. Mais je ne suis pas sûr à 100 Mais c'est sûr que pour les autres organes, non. Ça, c'est, même si vous signez la carte, c'est ça ne sera pas accepté. OK. On en a parlé un petit peu, mais le Glivec, donc l'imatinib, est-il encore l'ITK de première instance? Ça, c'est une très bonne question. Et en fait, la réponse, ça dépend à qui on parle. C'est certain, je vous dirais que la majorité des centres vont utiliser l'imatinib, puisque maintenant, c'est des copies. Il y a peut-être 3 ou 4 copies. Il n'y a plus de Glivec comme tel de la compagnie Novartis. La majorité vont utiliser l'imatinib parce qu'on a plus de recul. On a peut-être 20 ans de recul et on a à peu près le 2/3 des gens qui ont une réponse très favorable, donc une rémission moléculaire quand on est assez patient, qui ont un log à 3 mois, 2 logs à 6 à 12 mois. Et je dirais que la majorité des centres, nous, à un moment donné, on utilisait l'imatinib parce qu'on sait tout ce qu'on avait. Quand est arrivé les autres, on a mis nilotinib et dasatinib en première ligne, puis on est revenu il y a peut-être 5 ans avec les recommandations d'utiliser l'imatinib en première ligne pour tout le monde, mais c'est important de suivre les jalons. Le groupe québécois de recherche, LMC-NMP, en a. Il y a la Société Leucémie Lymphome a des jalons. Puis si on n'a pas les jalons, c'est important puis même le MD Anderson, un gros centre au Texas, eux, ils recommandent même de faire 6 mois avant de penser à changer, puis de garder un log. On le fait quand on fait un log à 3 mois. Puis si on n'a pas un log, donc 90 d'amélioration à 3 mois, c'est l'imatinib, on change. Mais il y a d'autres personnes qui utilisent
le Tasigna ou le Sprycel, le nilotinib ou le dasatinib en première intention. Puis écoutez, il y a des avantages et des inconvénients à chacun. Moi, ce que je trouve personnellement, c'est que le nilotinib, son gros défaut, c'est l'artériosclérose qu'on peut voir. Quand on parle aux gens de la compagnie Novartis, ils n'aiment pas beaucoup ça quand on parle de ça. Puis c'est vrai que c'est la minorité. Mais moi, j'ai vu des patients dans la jeune trentaine, comme un bilan lipidique optimal, qui ont développé beaucoup, beaucoup d'artériosclérose, puis des douleurs aux jambes, à la marche et tout ça, sous nilotinib. On ne voit pas ça avec les autres ou moins avec les autres. C'est un peu controversé. Puis le dasatinib avec les problèmes là, de d'épanchement pleuraux, tout ça, mais c'est quand même, ça demeure, c'est certain qu'au Canada, on a 3 choix en première ligne. On n'a pas le bosutinib en première ligne ou le ponatinib, mais ces 3-là, pour moi, c'est des excellentes molécules, les 3. Puis les 2 de deuxième génération, le nilo et le dasatinib, sont un peu plus efficaces, peut-être 10% plus efficaces, avec peut-être un peu plus de toxicité précise. L'imatinib, c'est sûr que les édèmes, les nausées, les diarrhées, il y en a un peu plus, mais puis les réponses sont un peu moins bonnes, mais on a plus de recul à long terme. Donc moi, personnellement, les nouveaux cas, j'utilise l'imatinib. Mais si un patient m'arrive et dit, moi, j'ai étudié ça, puis je veux avoir l'autre, ben, je lui dis, êtes-vous sûr, puis on regarde les autres effets. Mais personnellement, puis dans le CHU de Québec, on utilise l'imatinib comme première ligne. Première ligne, OK. Parfait. Bien, merci. On va passer à une dernière question. Donc, quand et pourquoi est-ce qu'on estime qu'un patient est résistant à un traitement? Vous parliez de résistance tantôt, là. Oui, en fait, ce qu'on a maintenant, je dirais en 2022, ce qu'on veut, c'est d'atteindre une réponse moléculaire majeure. C'est ça qui est le but, c'est d'avoir 3 logs de réduction. Donc, quand on fait les patients, là, je ne sais pas s'il y a des patients qui regardent le chiffre, là, puis on a une belle, nous, dans le CHU de Québec, en tout cas, je pense que la plupart des centres, c'est comme ça, mais on voit là, au fil, on a un tableau, là, puis on voit la courbe qui baisse. C'est sûr qu'on sait, de par l'étude IRIS, entre autres, que si on a 3 logs de réduction et plus, on a à peu près pas de progression. Si on prend la maladie, là, on a quasiment une cure fonctionnelle. Les gens ne progressent pas, ils peuvent rester très, très longtemps. Donc, ce qu'on recommande, c'est que si on n'a pas 3 logs à 18 mois, avec peu importe le traitement qu'on a, on recommande de faire une recherche de mutation, puis d'utiliser le résultat pour changer pour une deuxième ligne ou pour aller à la greffe à ce moment-là. Mais c'est ça, c'est les recommandations. C'est vraiment peu importe le traitement qu'on utilise. Idéalement, c'est d'avoir un log de réduction, donc 90% à 3 mois. Il y en a qui disent qu'on peut aller jusqu'à 6 mois, d'avoir 2 logs à 1 an et d'avoir 3 logs à 1 an et demi. Si on n'a pas ça, et moi, j'ai eu des patients déjà qu'il n'y avait pas 3 logs, il y avait 2,8 logs à 3 ans, mais on voyait qu'ils baissaient tout le temps. Puis avec l'imatinib, on voit ça, avec les autres aussi. Puis là, on se ramasse finalement qu'après 3 ans et demi, après 20 mois, 24 mois, 28 mois, ça baisse toujours un petit peu. Fait que là, je pense qu'on peut se permettre de continuer, mais les jalons qu'on utilise en général, c'est ça. Fait que si, by the book, on n'a pas 3 logs, à moins que ça continue de baisser, on a tendance à changer, soit à 18 mois, soit à 12 mois si on n'a pas 2 logs, soit à 3 à 6 mois si on n'a pas un log. Il ne faut pas hésiter pour changer. Fait que c'est la façon que vous voyez que c'est résistant. Ouais, si tout le reste va bien, s'il n'y a pas trop d'effets secondaires, si la formule sanguine est correcte, si la rate est correcte, là, on parle de rémission profonde, là, où on suit avec le BCR-ABL quantitatif. Mais c'est super. Merci beaucoup pour votre temps, vos réponses. Merci aux participants pour vos excellentes questions. Il y en avait plusieurs. Donc, je voudrais prendre quelques minutes pour vous inviter aux prochaines conférences cette semaine, toujours dans le cadre de la conférence nationale sur la leucémie. Nous présenterons les conférences sur la LLC et terminerons la semaine avec la conférence de fermeture gestion des effets secondaires des traitements contre les cancers du sang. Visitez le cancerdu-sang.ca pour réserver votre place. Merci beaucoup, Dr. Lalancette. Ça a été vraiment une belle conférence. Donc, cet événement a été rendu possible grâce au soutien de AbbVie, Astellas, AstraZeneca, Bristol Myers Squibb et Janssen. Avant de vous quitter, j'aimerais vous rappeler que nous sommes là pour vous. Si vous êtes à la recherche de ressources ou de soutien, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel à info@commercialcancerdusang.ca ou en composant le 1-833-222-4884. Veuillez noter qu'un court sondage vous sera envoyé après cette présentation. Veuillez prendre un moment pour y répondre afin de nous aider à planifier les prochains événements. Merci, prenez bien soin de vous. À la prochaine.